la rareté. Ce film n'a jamais été vu, je crois, ici à Montréal, et je dirais même au Québec et au Canada. C'est un film belge qui a eu une histoire particulière, mais qui n'a pas eu une grande distribution. Et la restauration qu'on vient de faire du film permet enfin de le voir ici. Moi, j'ai travaillé pendant 33 ans ici à la Cinémathèque. On a déjà fait une rétrospective Henri Storck au début des années 80, mais on n'avait pas présenté ce film-là, probablement que la copie pellicule était trop abîmée. Donc, je dirais, venez voir ce film parce que c'est une occasion très rare. Je sais qu'on est là pour voir un film qui est très intéressant parce que c'est un film rare. Je veux juste vous dire que je voulais tellement l'avoir que j'ai aidé la Fondation Storck à le faire restaurer à Technicolor, à Paris, à avoir de l'aide du fonds de soutien. Technicolor m'a juste demandé de vous dire qu'il y a encore quelques petites imperfections à leur goût dans la trame sonore, mais je l'ai vu encore la semaine dernière pour m'assurer que tout allait et l'image a été vraiment bien restaurée parce que le film était, comme les films de cette époque-là, avait été gardé un peu partout. Alors, et pour vous parler de ce Henri Storck dont moi j'ai souligné le courage politique, on a Pierre Jutras qui, lui, est conservateur de cinéma, mais si je l'ai choisi pour présenter le film, c'est aussi parce qu'il a fait ses études en Belgique. Et pour lui, je crois que le cinéma belge, Henri Storck, c'est vraiment quelque chose qu'il connaît comme le fond de sa poche. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter Pierre Jutras, qui est un collègue de longue date pour qui j'ai énormément de respect et je te remercie beaucoup de venir partager ta connaissance d'Henri Storck avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci, Marie-Josée. Bon, j'ai préparé un texte pour être plus rapide dans l'expression de ce que je pense de ce film et d'Henri Storck. C'est vrai que j'ai étudié le cinéma en Belgique au début des années 70 dans une école qui s'appelait l'IAD où Henri Storck enseignait jusqu'en 68, où il a été remercié parce qu'il était du côté des étudiants qui manifestaient contre l'école. Déjà, ça montre un peu qui est Henri Storck. Bon, pour présenter Le Banquet des fraudeurs, tourné en 1951, j'ai choisi de mettre en évidence des personnalités dont les noms figurent au générique du film. D'abord, bien entendu, le réalisateur Henri Storck, le scénariste Charles Spack et enfin la comédienne Françoise Rosé. Ces trois personnalités me permettant de mieux situer le contexte du tournage du film. Né en 1907 et décédé en 1999, Henri Storck occupe une place fondatrice et fondamentale dans le cinéma belge en général et dans le documentaire en particulier, comme il est précisé dans le DIC-DOC, le dictionnaire du documentaire belge. Dans sa longue carrière, Storck a réalisé une soixantaine de films abordant toute l'étendue du genre documentaire, principalement avec des films à caractère social, mais aussi avec des films sur l'art, des films ethnographiques, d'avant-garde et même des actualités filmées. Ses premiers essais portent sur la mer du Nord et sur Ostende, sa ville natale. Au début de sa carrière, il sera l'assistant de Jean Vigo pour Zéro de conduite, dans lequel il interprète d'ailleurs le rôle d'un curé. Et pour la petite histoire, Storck ne jouera dans un seul autre film, celui de Chantal Akerman, Jeanne Dillman, où il apparaît brièvement dans le personnage d'un client de Jeanne qui, pour boucler ses fins de mois, reçoit quelquefois chez elle des hommes. Son plus célèbre film, Misère au borinage, co-réalisé avec Joris Evans, donne le pas à de nombreux films aux préoccupations sociales explicites, avec un parti pris militant pour la classe ouvrière et la paysannerie. Aujourd'hui, on considère ce film comme une préfiguration du cinéma vérité, qu'on nommera bientôt cinéma du réel, cinéma direct,
tels que pratiqués par les documentaristes des années 60 et 70 au Québec, en Amérique latine, aux États-Unis. Notons également au sommet de son travail de documentariste une vaste fresque intitulée Symphonie paysanne, réalisée en 1944. Parmi ses nombreux films sur l'art, soulignons un remarquable document sur son compatriote, le peintre Paul Delvaux. Stock ne réalisera qu'un seul véritable film de fiction, et c'est celui que nous allons voir maintenant. Empruntant le ton de la comédie, sur fond documentaire précis et détaillé, les lieux sont magnifiquement filmés. Le film raconte l'histoire d'un village traversé par 3 frontières. C'est l'époque de la création du Benelux et de l'émergence d'une idée éventuelle d'Union européenne. Les dialogues du film emploient un vocabulaire qui deviendra d'usage courant de nos jours, notamment avec les expressions libre circulation des marchandises, frontières ouvertes, concurrence étrangère, promesse d'indemnisation. Il ne manque que le mot mondialisation. En 1938, Stock fonde la Cinémathèque royale de Belgique avec 2 amis cinéphiles. Cette archive, vouée à la conservation et à la diffusion des œuvres cinématographiques, deviendra l'une des plus importantes au monde. Pour sa part, le scénariste du film, Charles Spack, belge aussi, ami de jeunesse de Stock, deviendra l'un des plus brillants scénaristes du cinéma français d'avant-guerre. Il travaillera notamment avec Jacques Fédère pour La Kermesse héroïque, avec Jean Renoir, La Grande Illusion, Jean Grémignon, Gueule d'amour, Julien Duvivier, La fin du jour, pour n'en nommer que quelques-uns et non les moindres. Voici comment le réalisateur Stock raconte l'origine de sa collaboration avec Spack pour ce film. En 1949, la section cinématographique du Plan Marshall m'a confié la réalisation d'un documentaire sur le phénomène Benelux qui devait servir de banc d'essai au projet d'unification européenne. Un peu inquiet des implications psychologiques et sociales du sujet, j'ai fait appel au concours de mon vieil ami et compagnon d'école Charles Spack. L'idée de cette enquête l'a vivement intéressé. Un documentaire nous parut indigeste et nous convîmes d'une autre approche, celle d'un film de fiction, mi-comédie, mi-aventure, un jeu de gendarmes et voleurs agrémenté d'un conflit amoureux. Charles Spack avait imaginé de mener de front 5 actions parallèles, ce qui était un risque pour moi qui tournais mon premier film de fiction. Mais l'idée était nouvelle et exigeait une grande science de la composition dramatique, ce en quoi Spack excellait. Ici, je me permets quelques précisions concernant cet étonnant plan Marshall qui, incidemment, sera déterminant dans l'évolution de la cinématographie belge, un peu comme vous l'a expliqué tout à l'heure Marie-Josée. Au lendemain de la guerre, en mai 1946, les Américains négocient une aide à la reconstruction de l'Europe. Ils exigent une vaste libéralisation des échanges, la réduction des tarifs douaniers et la suppression de la préférence nationale en matière de commerce. Et plus précisément, cela signifie pour la Belgique l'interdiction absolue de fabriquer des voitures et de faire des films pendant 20 ans. En 1967, il y eut échéance. Et c'est à partir de là qu'André Delvaux et Eric Hummel commenceront à tourner des films. Le banquet des fraudeurs sera donc la seule exception à cette longue prohibition. Il faut dire que les Américains avaient en banque quelques 2000 films tournés pendant la guerre et prêts à déferler sur l'Europe. Et pour terminer cette présentation, je m'en voudrais de ne pas souligner la performance brève, mais combien inoubliable, de Françoise Rosé, dans le rôle de l'épouse du maire. Elle y est tout simplement magnifique, de mauvaise foi, sarcastique et râleuse, contestant le bien fondé de la vision de son mari. Après avoir pensé à une carrière de chanteuse d'opéra, Rosé rencontre son futur mari, Jacques Fédère, un autre grand cinéaste d'origine belge, qui lui offrira ses meilleurs rôles, dont celui de la femme d'un bourgmestre, incidemment, dans la Kermesse héroïque.
Elle deviendra l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma français, enchaînant les chefs-d'œuvre de Carnet, Duvivier, Claude Autant-Lara, Dréville, etc. Voilà. Place au film.